écoutez, merci à tous pour votre participation. Vincent l'a présenté à l'instant, le BIM se développe de plus en plus sur bon nombre de projets. Pour autant, on a un constat de phases de conception qui peuvent encore parfois manquer de fluidité, et parfois c'est peu dire. Et donc l'objet de cette table ronde, c'est justement tout d'abord d'échanger sur la validité de ce constat aussi, avoir votre point de vue sur les projets de manière courante, et puis le déroulement, et puis les gaspillages qui peuvent être résiduels malgré l'application du BIM. Et puis ensuite, justement, qu'on puisse se poser des questions ensemble, et qu'on puisse échanger et croiser nos regards sur la manière de mettre en place du BIM de façon plus efficiente, et puis éventuellement avec des apports de méthodes et de principes lignes. Alors juste avant de démarrer, un petit rappel, ça avait déjà été fait précédemment, sur l'importance de contenir la durée de vos réponses. Alors l'idée, c'est quand même qu'on puisse avoir le temps de développer un certain argumentaire, et puis que vous puissiez partager aussi éventuellement des exemples, mais en tout cas, pensez qu'on a un timing quand même qui est relativement serré, et donc l'objectif, c'est quand même qu'on puisse vous entendre sur le maximum de sujets possibles. Alors, sans transition, pour démarrer, alors j'aimerais entendre le point de vue de l'architecte, d'une architecte, pour commencer avec Pauline Lebrun. Alors Pauline, vous êtes, si je ne me trompe pas, architecte et BIM manager au sein de l'agence d'architecture Atelier 234, c'est bien ça? Tout à fait. Et donc déjà, une première question en deux parties. Est-ce que déjà dans votre agence, tous vos projets désormais sont faits en BIM? Première partie. Et puis deuxième partie, pour vous, quels sont les principaux gaspillages de temps que vous pouvez constater sur les projets, qu'ils soient faits de manière traditionnelle ou avec la mise en place du BIM? Alors chez 234, on travaille sur des projets d'architecture, de paysage, d'urbanisme, de décoration d'intérieur, de design. L'agence a fait le choix de travailler en BIM et surtout plutôt en maquette numérique sur la plupart des projets. Donc on a une symbiose entre le pôle architecture, le pôle urbanisme, le pôle paysage et également l'architecture d'intérieur. Je dirais que 80% des projets de l'agence sont réalisés en maquette numérique, en BIM un peu moins puisqu'ils ne sont pas tous concernés par la démarche. Là où on est encore un peu plus en retrait, c'est sur l'urbanisme et l'architecture d'intérieur, bien qu'ils s'intègrent de plus en plus et les outils qu'on met en place sont de plus en plus performants et nous permettent de travailler donc en BIM. Sur la question des gaspillages, c'est une question qui est vaste et qui dépend des projets. J'en identifierai deux principaux. Je dirais en premier lieu la qualité des données d'entrée qui nous sont fournies. L'architecte est en général le premier à démarrer le travail sur la maquette. Les informations qui sont transmises par le maître d'ouvrage ne sont pas toujours d'une grande fiabilité. Je donnerai l'exemple par exemple d'un projet de réhabilitation qui démarre avec des plans de géomètre et une maquette de l'existant. On est évidemment ravis d'avoir une maquette, on a une source d'information qui est très vaste. On est un peu moins satisfait quand on se rend compte que la maquette qui a été réalisée et les plans en DWG, donc en 2D, ne se parlent pas alors qu'ils viennent d'une source qui est identique. Donc on commence déjà un travail d'archéologie pour savoir sur quelle hypothèse partir, de quel existant on parle, celui de la 2D, celui de la 3D. C'est un premier gaspillage de temps, donc on va ralentir notre démarrage. La deuxième chose que je verrai, et là on est un peu plus avancé dans la phase de conception, je dirais qu'on se trouve en APD. L'architecte a démarré en général seul la production de la maquette. Il va être rejoint par le reste des bureaux d'études. Bien souvent, j'entends de la part des bureaux d'études, nous attendons une maquette architecture figée. Eh bien, pour figer la maquette, nous avons besoin de la collaboration de tous et nous avons besoin de faire ce travail d'itération collectivement, c'est-à-dire qu'on a besoin que le bureau d'études nous alimente, qu'on a besoin que tout le monde participe et qu'on recherche ensemble. Donc ce travail collaboratif et collectif est très important. Lorsque le bureau d'études est un peu lent à démarrer, évidemment, on a une petite perte de temps et d'énergie lors de cette phase. Ok, merci beaucoup. Donc j'entends la question de la qualité des informations et puis aussi s'assurer d'avoir les informations au bon moment. Alors si du coup peut-être on suit la logique justement de la continuité de la phase de conception, peut-être entendre l'avis de Ludovic Chéniaud sur cette même question des gaspillages justement en phase de conception. Alors Ludovic, il me semble que vous êtes directeur de Sigma Links, qui est justement un bureau d'études BIM, et donc vous intervenez en tant que BIM manager mais aussi AMO BIM sur des projets en France et à l'étranger. Alors si on peut juste faire passer un micro, alors en principe il y en a
3, et donc avec cette même question justement, des gaspillages que vous pouvez observer en phase de conception, alors que ce soit sur des projets non BIM, où là c'est peut-être un peu plus de votre connaissance, moins sur vos projets, et puis sur des projets sur lesquels vous intervenez en BIM. Donc bonjour. Bonjour à tous, donc Ludovic Chignot, donc je suis en effet le fondateur de Sigmanax, donc on a un bureau d'études spécialisé dans le BIM. Donc nous, ce qu'on essaye d'apporter, donc on intervient aussi bien pour les maîtres d'ouvrage que les maîtrises d'œuvre, que les entreprises générales. Et donc ce qu'on essaye dans un premier temps, notamment avec les maîtres d'ouvrage, ou quand on reçoit les cahiers des charges de maître d'ouvrage, c'est d'essayer de comprendre mais pourquoi le BIM. Et c'est vraiment ça qui est essentiel, parce que sinon on va tous partir dans des directions un petit peu différentes. Et c'est là où on va avoir un gaspillage parce qu'on va tous avoir une compréhension différente des maquettes et des attentes. Donc ce qui est très important, c'est d'essayer de cibler mais pourquoi on va mettre en place le BIM. Donc on travaille avec le maître d'ouvrage au tout début pour essayer de définir quelle est sa finalité. Donc lui, il a plusieurs finalités. Il a besoin de fiabiliser ses études, fiabiliser son projet et à la fin récupérer une maquette pour éventuellement son exploitation-maintenance. Alors souvent vis-à-vis de cette maquette exploitation-maintenance, il est un petit peu dans l'interrogation parce que les outils évoluent, le projet il va se terminer dans 3, 4, 5 ans. Donc là, nous, on a un rôle pour l'accompagner. Donc ça, c'est vraiment important. Et en définissant un petit peu cette organisation du BIM, on va essayer de lui apporter des outils. Et c'est là qu'il y a énormément de gaspillage. Les BIM managers, en réalité, on gaspille énormément de temps parce qu'on va parler du processus et tout. Mais on oublie d'apporter le côté pragmatique. Le maître d'ouvrage, ce qu'il a besoin, lui, c'est des outils pour fiabiliser ses études, pour s'assurer que voilà, il y a le respect du programme. Et donc, on a un rôle en tant que BIM manager d'être très pragmatique et d'essayer un petit peu de dégrossir ce mot BIM qui peut faire peur et vraiment de les accompagner pour leur apporter les outils du projet et pour également avoir cette vision de après au niveau de la maintenance. Donc voilà, donc nous, c'est par exemple des tableaux de surface, des comparaisons, s'assurer que tout le monde travaille en BIM pour avoir une corrélation, s'assurer que la synthèse se fasse. Donc c'est mettre en place des outils qu'on a tous les jours, qu'on utilise depuis très longtemps, mais grâce à l'outil BIM, et de les rendre de façon très pragmatique. Donc voilà, on essaye un petit peu vis-à-vis pour les maîtres d'ouvrage, par rapport à, c'est d'essayer de cibler et d'organiser le BIM par rapport à ça. Ok, merci beaucoup. Alors, on parlait justement d'outils, donc là je pense que sans transition, la transition va se faire assez facilement avec un autre de nos intervenants, donc François Amuser, qui est justement fondateur de l'application Brix, qui vise à faciliter la collaboration des équipes projets en utilisant justement les approches agiles et donc directement liées avec les principes Lean. Donc vous êtes architecte et BIM manager. Dans un premier temps, sur cette même question justement des pertes de temps, des gaspillages qui peuvent être observés même avec de l'application du BIM, quels sont vos constats ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc oui, je suis aussi responsable des systèmes d'information et du BIM chez IA Architect. C'est plutôt ma fonction principale. Et mais ça fait 5 ans en effet qu'on réfléchit sur les approches agiles. Alors après agile, lean, on discutait des heures, mais bon, peu importe. Et du coup, en essayant un petit peu de ce constat de perte d'efficience sur les projets BIM. Alors pour ma casquette un peu plus BIM manager, en effet j'abonde un peu dans le sens de Pauline sur la problématique des données d'entrée. Pareil aussi avec un exemple récent de maquette remise par le maître d'ouvrage qui ne correspondait pas du tout au nuage de points qu'on avait avec. Et ça a été vraiment un boulet pendant tout le projet. Et puis aussi sur la question en effet de la synchronisation, et c'est aussi cette problématique du fait que le BIM tout d'un coup nous projette dans un espace commun collaboratif, et en fait ça met à nu un petit peu les pratiques de travail de tout le monde, et on voit typiquement avec nos chers BE qu'il y a des manières de travailler différentes. Après chacun a ses raisons, peu importe, mais souvent on va dire qu'en archi on a peut-être une équipe dédiée qui travaille de manière plus linéaire 100% du temps, et puis dans les BE ça va être de manière peut-être un peu plus ponctuelle pour des questions d'organisation. Et donc comment à un moment quand on doit produire une maquette commune en itérant de manière régulière, il faut aussi changer ces manières de travailler pour que en effet le flux de production soit beaucoup plus continu. Et donc ça c'est sûrement une des grosses problématiques de mauvaise production. Ok, donc on entend l'aspect justement de la difficulté aussi de travailler ensemble, de travailler collectivement, ça on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Alors pour finir sur cette première question toujours du constat et puis des principaux gaspillages qu'on peut avoir, je pense que ça peut être intéressant d'avoir le point de vue de la personne qui peut être cliente aussi justement de ces études, des études de conception, et donc un point de vue davantage travaux. Donc Sonia Mesaglio, vous êtes BIM manager au sein des équipes d'EFAGE Grand Projet, donc avec un regard aussi entrepreneur et constructeur.
Même question, quels sont pour vous vos principaux constats de gaspillage, de perte de temps justement sur ces phases de conception et puis dans la transition du coup aussi conception et exécution? Donc, bonjour à tous, effectivement, donc moi qui suis BIM manager pour une entreprise générale, j'ai peut-être ce point de vue où j'ai la vision un peu globale de toute l'opération et de la passation après en travaux. Et ce qu'on constate en tout cas en termes de gaspillage, de modélisation de maquettes numériques et de temps un peu perdu, c'est aussi parfois des processus qui sont un peu longs, une infobésité en fait des données d'entrée aussi. Et ce qu'on essaye de faire en tout cas, et ce qu'on privilégie, c'est quand même de simplifier tout ça, de simplifier tout le processus, d'essayer aussi de discuter avec le client qui parfois a des demandes qui ne sont pas forcément très cohérentes, donc d'essayer de simplifier tout ça et d'éclaircir en fait les besoins et les usages sur les projets. Et je rejoins aussi en fait tout ce qui est collaboration entre du coup les différents les architectes, les CET, les PE structures, où là effectivement on se retrouve soit bloqué en fait avec des personnes qui attendent des données d'autres personnes et qui du coup ne peuvent pas avancer dans le projet et qui finissent au final par décaler tout le planning de tout le monde. Au final, ce qu'on essaye de faire pour pallier à tout ça, c'est vraiment de pouvoir en fait dès le départ identifier les liens entre les différents acteurs du projet, qui a besoin de quoi pour avancer par exemple sur sa maquette, et de pouvoir du coup privilégier des maquettes qualitatives avec les informations qui vont servir à chacun, avec des jalons et des plannings en fait plus respectés et précis. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors je propose qu'on passe sur une deuxième question. Là on s'est interrogé autour du constat justement et des pertes de temps qu'on pouvait avoir, des gaspillages qu'on pouvait avoir. Une des attentes pour les travaux, c'est la question de la qualité des études, de la cohérence des études aussi justement pour l'exécution. Ça pourrait être intéressant d'entendre peut-être Vincent sur ce point de vue. Donc Vincent Moral qui est directeur du cabinet d'ingénierie de Coef et donc qui développe la démarche Lean BIM justement sur des projets en phase de conception. Si on regarde vraiment du point de vue qualité des études de conception, comment est-ce que le BIM et le Lean justement permettent d'améliorer cette qualité et cette cohérence? En fait, pour qualité, je pense qu'il faut dissocier la question de qualité en études, qui de notre point de vue est la question de la complétude et la cohérence des études de façon à être sûr qu'il n'y ait pas d'oubli, et la qualité des travaux qui est plus la question de l'exécution. Et c'est vrai qu'en études, en fait, on se rend compte que plus chacun sait à quel moment il doit intervenir et est capable de pouvoir préciser ce dont il a besoin pour s'assurer en fait de la cohérence des études, plus on aura des études de qualité. Donc ça veut dire que dans la planification des études, on a besoin à un moment de se donner des temps morts pour pouvoir valider ensemble la cohérence des études. Et on a besoin aussi d'échelonner, et donc c'est pour ça que le Lean Nature répond à ça, le rendu des études, le rendu des maquettes, de façon à pouvoir faire ces contrôles qualité. Donc en effet, de préparer au mieux le travail des uns et des autres permet d'aller vers cette qualité des études. Très bien, merci beaucoup. C'est avoir le point de vue aussi de l'architecte, du coup, Pauline, sur cette même question justement des apports du BIM et du Lean, vraiment en termes de qualité des études et cohérence des études finies pour l'exécution. On a tendance à regarder la maquette dans sa globalité. Nous, chez nous à l'agence, les réunions, que ce soit en interne ou en externe, sont toujours basées sur la maquette, c'est-à-dire qu'elle est projetée, qu'on l'utilise comme un outil d'échange, qu'on la note, on la tourne dans tous les sens, on va creuser le sujet. Je crois qu'il ne faut pas rester sur une vision trop globale de la maquette et ne pas hésiter à hiérarchiser les sujets en utilisant justement la maquette, c'est-à-dire que en avançant dans les études, on a besoin de créer des ateliers, d'organiser des ateliers thématiques sur un sujet et de faire avancer la maquette aussi au regard de ces ateliers qui vont avoir lieu. Je pense par exemple à un immeuble tertiaire qui est immense mais qui a un étage courant. Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'abord essayer de travailler sur un étage courant avant de regarder la globalité du projet. On essaie de creuser, de zoomer très près des sujets pour aller chercher des informations chez les partenaires, leur demander eux aussi de modéliser cette partie-là et vraiment de hiérarchiser et cibler les sujets sur la maquette. Très bien, et dans la continuité de cette question, parce qu'on a forcément un aspect itératif en effet justement des études de conception, à partir du moment justement où en effet on ne voit pas le BIM comme un ensemble, comme la maquette en un seul élément, mais vraiment se dire qu'on va traiter les éléments un par un au fur et à mesure. Par contre, comment réussir à identifier un moment
quand certaines décisions qui peuvent être prises peuvent amener à revenir sur des sujets sur lesquels il y avait déjà des arbitrages qui avaient été faits? L'idée, c'est vraiment, par l'organisation de ces ateliers, de faire des courtes sessions de travail sur une zone. Et ensuite, à partir du moment où on a un résultat qui est satisfaisant, on passe à la suivante. Donc, je parlais de les tâches courantes. Ensuite, ça peut être une zone qui est identifiée comme étant complexe pour la gestion des lots techniques, par exemple, l'interface avec la structure. Donc, vraiment y aller par étapes et essayer de se détacher de la vision globale qui est un peu poussée par le travail en maquette et en BIM. C'est-à-dire qu'on a envie d'avancer très vite et il faut quand même penser à hiérarchiser sa manière d'avancer et ses sujets. Très bien, merci beaucoup. François Musard, peut-être des éléments pour compléter justement sur la manière justement de réussir à travailler collectivement pour s'assurer d'avoir un travail de qualité et cohérent à la fin du processus de conception? Et sur les avantages du Lean, c'est finalement sur les avantages d'utiliser une méthode. Moi, je voudrais revenir un petit peu, c'était intéressant la présentation historique qu'a fait Vincent tout à l'heure. Et je pense que c'est vrai que là, ça fait 10 ans que tout le monde travaille un petit peu à mettre en place du BIM dans nos différentes structures. Donc avec en effet des problématiques de coûts, de formation et donc finalement une marge technique assez importante à passer. Bon là, ça y est, les projets commencent un peu à sortir depuis quelques années avec ces approches-là. Et on se rend compte que finalement, bon voilà, la révolution qui nous avait été vendue par en particulier les fournisseurs de logiciels n'est pas toujours au rendez-vous. On a certains maîtres d'ouvrage qui parfois disent bon bah c'est bien, j'ai mis de l'argent pour le BIM, mais derrière où sont les gains? Et je pense que le BIM est intéressant parce qu'en effet il va nous pousser à changer un peu nos approches, mais si derrière on ne met pas en place des nouvelles méthodes de travail, et ben finalement les gains, on va continuer business as usual, on va continuer à travailler comme on travaillait avant. Et donc là où la mise en place, vraiment de travailler de se mettre autour de la table et de dire vraiment on met en place une méthode, ce qu'on ne faisait pas finalement avec le CAD avant où on travaillait, on ne se posait pas la question, il n'y avait pas de convention CAD vraiment, on ne se posait pas la question de travailler là-dedans. Donc là la convention BIM c'est un objet intéressant pour justement faire passer des messages, mettre en place des approches, qu'elles soient lean ou agiles, et essayer de faire bouger les choses. Donc en ça c'est vraiment intéressant parce que ça va permettre de se réinterroger sur des choses qu'on pensait naturelles, mais en fait, si on veut que ce soit efficace, il faut à un moment se poser des questions et se remettre en cause et essayer de faire évoluer ces pratiques. Alors j'entends du coup l'aspect opportunité d'avoir du nouveau et du changement qui amène à se reposer des questions. Et donc du coup ça me fait soulever une question en se disant au fur et à mesure avec le BIM qui est de plus en plus implanté et de plus en plus utilisé sur les nouveaux projets, est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment que dans peut-être disons 5 ans, 10 ans en fait on reçoit dans la même situation que dans du design en 2D où au final on se dit au début on fait comme d'hab quoi, pourquoi se poser des questions, on sait tous notre 5e, 6e projet et qu'en fait par ces réflexes et ces volontés de prendre des raccourcis, on revient en arrière. Oui, alors on a dit souvent que le métier de BIM manager, justement, l'idée c'était qu'il disparaisse pour que les processus soient bien intégrés, et finalement c'est le chef de projet qui va prendre ça en charge. Ça serait peut-être probablement bien, et puis derrière sûrement il y a plein de sujets sur la data qui vont être un grand espace d'opportunité aussi pour pas mal de personnes. Moi j'aurais tendance à essayer d'aller voir dans d'autres secteurs, justement, par exemple dans l'industrie automobile ou dans d'autres secteurs où le design intégré est beaucoup plus poussé et de voir quelles sont les fonctions qui existent, est-ce qu'ils ont encore besoin d'avoir des spécialistes pour ces sujets de mise en œuvre ou finalement justement ça devient naturel et tant mieux peut-être. L'idée c'est toujours de dire que le BIM c'est au service du projet, donc si l'important, d'autres intervenants nous parlaient, c'est de vraiment de se reposer la question du projet et c'est pas le BIM pour le BIM quoi. Ok, très bien. Alors là, on est resté sur cet aspect qualitatif. Tout à l'heure, on évoquait justement là, sur la première question les constats et les pertes de temps qu'on pouvait avoir. Vincent l'a évoqué, bien souvent un objectif aussi, c'est justement de pouvoir réussir à resserrer le délai de conception. Alors, question très pratique, et du coup, c'est possible, j'attends une question aussi derrière très, très pragmatique et la plus concrète possible. Peut-être pour vous, Ludovic, justement, derrière, est-ce que l'emploi des méthodes Lean, pour vous, justement, peut permettre d'améliorer le temps de production des maquettes? Et si oui, de quelle manière? Alors, tout à fait. Nous, quand on va commencer un projet, on va tout de suite mettre en place un planning BIM, et donc un planning avec le Lean. C'est-à-dire qu'on va essayer d'organiser les études en fonction. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas lancer tout le monde dans la modélisation, il faut une organisation. Je vais prendre un exemple tout simple. Je ne vais pas demander, par exemple, au plombier de commencer à modéliser s'il n'a pas les faux plafonds.
Et donc ce qu'on va s'assurer, c'est que la modélisation rentre dans un planning et qu'en fonction de ce planning, on puisse lancer les différents acteurs au niveau de la modélisation de façon avec le planning, en respect du planning. Et c'est là où on échelonne. Donc alors, on va travailler, la problématique de la maquette, c'est qu'on va travailler avec l'ensemble du bâtiment. Donc on va mettre en place des outils pour dire, ben voilà, le statut de ce niveau, et comme a dit Pauline, on ne sera jamais à 100% selon les phases, donc on va être à 80% peut-être d'avancement, mais ça va permettre de débloquer éventuellement le plombier ou l'électricien ou d'autres rôles. Donc l'idée, c'est vraiment d'associer le planning, donc avec la méthode Lean de préférence, pour éviter le gaspillage, pour s'assurer que tout le monde a bien la bonne donnée d'entrée au bon moment, de façon à pouvoir démarrer. Donc ça, c'est indispensable, et nous, voilà, quand on va commencer un projet, le planning doit être associé, comme les livrables doivent être associés, parce que derrière, on a aussi des échéances avec les livrables. Et donc, c'est tous ces outils qui nous permettent de lancer les maquettes. Très bien. Et du coup, concrètement, sur l'élaboration justement de ce planning, de quelle manière est-ce qu'il est réalisé avec peut-être les différentes parties prenantes du projet Oui, alors, on a les livrables avec les échéances des différentes phases. Et après, la partie de modélisation, on va travailler sur cette fameuse qualité de modélisation, quel niveau de détail on va avoir. Donc on va travailler avec l'architecte, avec les bureaux d'études, en fonction des attentes. Parce que voilà, par exemple, on ne va pas demander, quand on est en phase APD, d'aller modéliser tous les interrupteurs, les choses et tout. On va vraiment rester sur les réseaux primaires. Donc on travaille avec les différents acteurs par rapport aux attentes, à leur capacité également, est-ce qu'il faut les accompagner ou pas. Donc voilà, donc c'est toute cette organisation avec les différents acteurs, et on définit un planning par rapport aux livrables, parce qu'à la fin, il faut respecter la date de ces livrables. Et voilà, et donc on bâtit le planning de cette façon, et après toute l'organisation des maquettes continue. Très bien. Alors donc là, on va vraiment sur l'aspect mise en place. Donc même question, est-ce que justement l'emploi des méthodes Lean peut permettre d'améliorer justement le temps de réalisation des études? Et puis la même question, si oui, de quelle manière? On va répondre oui. Alors ouais, plutôt avec je dirais que peut-être qu'en effet dans le Lean on est peut-être un peu plus sur la partie planification. Dans l'agilité ça peut-être être plus sur la hiérarchisation, c'est-à-dire qu'on va lister en effet tous les sujets qui sont à traiter et on va essayer de commencer par ceux qui sont le plus importants, qui amènent le plus de valeur en tout cas sur le projet, et puis au fur et à mesure on va avancer comme ça de sujet en sujet avec évidemment une approche itérative. Donc livrer donc ça tombe bien parce que la maquette numérique justement on ne peut pas l'envoyer comme on envoyait un fichier DWG avant. Donc souvent on met en place une plateforme et puis on décide de publier la maquette toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et donc on va avancer comme ça d'itération en itération en essayant de travailler sur une priorisation des sujets à traiter pour résoudre les différentes problématiques du projet. Un autre sujet aussi qui est important, c'est l'amélioration continue. Et donc, en effet, nous, quand on accompagne des équipes de projet, on fait des réunions toutes les semaines où voilà, on essaie de faire un tour de table avec eux, d'impliquer un peu tous les chefs de projet, mais on a des équipes de conception qui vont de 2 à 8 personnes. Donc, on va faire un tour de table, essayer que tout le monde ait aussi la parole, que les problématiques remontent, de mettre un peu plus de transparence dans l'équipe. Et essayer de leur proposer des solutions derrière. Et puis quelque chose qu'on fait depuis quelques années, qui est des rétrospectives en fin de phase. Donc à chaque fin de phase, on va réunir l'équipe et on va leur dire voilà, qu'est-ce qui s'est bien passé. Donc là c'est super intéressant parce que les gens en fait sont vachement contents qu'on parle un peu de leur travail. Voilà, ça valorise, il y a tout d'un coup il y a des gens qui émergent, on n'entendait pas trop parler. Et puis, donc c'est toujours intéressant. Et puis on va parler aussi de ce qui s'est un petit peu moins bien passé, pas ce qui s'est mal passé, parce qu'on essaie toujours d'être positif. Donc qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer, voilà, donc là ça va permettre de faire ressortir un peu les blocages et on va essayer de lister un nombre réduit d'améliorations pour essayer de garantir qu'elles se mettent en place. Donc entre 2 et 4, donc est-ce que ça va être de créer un nouveau gabarit, est-ce que ça va être des nouvelles familles pour certains logiciels, est-ce que ça va être une manière de communiquer différente entre les acteurs, et donc d'essayer voilà, de phase en phase, d'essayer de s'améliorer, que ce soit en interne, on commence à le faire aussi en externe, donc en réunissant voilà, les entreprises ou les bureaux d'études avec qui on travaille. Et ça c'est des moments très riches déjà humainement, parce que vraiment pas forcément l'habitude de faire ça. Et puis derrière, il y a quand même des applications concrètes et des améliorations concrètes qui peuvent se mettre en place. Donc du coup, on voit que des projets qui sont traités avec ces approches ont tendance quand même en termes de qualité à améliorer la qualité du projet et la qualité aussi globale, parce que derrière, il y a des répercussions sur toute la structure, donc la qualité globale du travail dans l'agence. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse.
Alors un point sur lequel je m'interroge, alors, il y a cet aspect justement amélioration continue et retour d'expérience, on va dire un petit peu plus à froid sur la fin du projet. J'entendais aussi justement la nécessité de pouvoir avoir des notions de rituels, de points réguliers, de points périodiques pour évoquer ces problèmes. Selon les personnes avec qui on travaille, parfois il y a la difficulté aussi culturelle de se dire les problèmes, on n'aime pas forcément ça, et des fois la volonté de pouvoir les cacher ou les dissimuler. Est-ce qu'il y a des choses qui sont utilisées, je ne sais pas, peut-être des notions d'indicateurs, d'alerte pour à un moment rendre visible justement ce qui n'est plus possible ou ce qui dérape? Je ne sais pas si François ou quelqu'un d'autre souhaite répondre sur cette question-là, de rendre visible justement les problèmes pour amener l'amélioration continue. C'est Vincent qui s'y colle. En fait, la base de l'indicateur, c'est de pouvoir montrer simplement, directement, quelque chose qui fonctionne bien ou pas bien. Et donc, en effet, les indicateurs, avec Ludovic, il y a des sujets sur lesquels on a travaillé, sur la question du respect des surfaces, puisque c'est ce que le client achète, les hauteurs sous plafond. Donc, il n'est pas question, par exemple, en étude, de parler à un moment de clash, parce que les clashs, c'est des choses qu'on résout en exécution. Mais par contre, on est là pour s'assurer qu'on est OK sur la géométrie, sur la volumétrie. On peut aussi, après, s'assurer des quantités. Par exemple, on a travaillé ensemble sur le respect des quantités. Donc c'est vrai que l'exploitation de la maquette, au sens de je sais donner de la data pour m'assurer que le projet que je suis en train de développer est cohérent, non pas en fonction de ce que dit la maîtrise, mais du programme. Voilà. Donc ces indicateurs-là, c'est des indicateurs qui sont des indicateurs en effet analytiques purs. Et après, c'est aussi des indicateurs de respect, des délais, quand Ludovic parlait de modélisation, d'être sûr que chacun modélise dans le timing qui est prévu pour être sûr que derrière, chacun peut suivre aussi les choses. Très bien, merci beaucoup. Donc en tout cas, oui, on voit un réel apport aussi justement des méthodes lean ou agile. On ne va pas se chamailler sur les mots. Alors, on parlait tout à l'heure tu évoquais le Kanban, c'est vrai que c'est aussi un outil intéressant à mettre en place. Nous, on a pu faire des tests tout bêtement avec des post-it, effectivement quand l'équipe est colocalisée. Donc c'est un peu plus compliqué maintenant, mais il y a plein d'autres outils pour... Oui, avec du post-it virtuel aussi. L'application Brix, justement, pour faire ce genre de choses. Et c'est vrai que rien que déjà les post-it, c'était aussi très intéressant parce que ça permet à un moment de mettre tous les gens autour d'un tableau et de pouvoir un peu s'interroger sur où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait. Ça donne un moment de partage assez intéressant. Sur certains projets aussi, on a pu tester les daily meet-up, donc c'est de faire une réunion tous les jours à heure fixe, et juste uniquement une réunion très courte, donc on appelle parfois stand-up meeting, parce qu'on reste debout et du coup on a envie que ça termine vite. Et du coup, c'est juste pour dire qu'est-ce qu'on a fait hier, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, et faire vraiment bien circuler l'information dans l'équipe. Donc c'est des petits rituels, mais c'est vrai que c'est de ritualiser un peu les choses, souvent c'est assez intéressant et ça marche plutôt assez bien. Et ça, sur cette partie de stand-up meeting, de rituels plus réguliers, est-ce que c'est avant tout des choses que vous faites en interne de l'agence, ou est-ce que aussi vous avez l'occasion de l'expérimenter, de le mettre en pratique sur des projets où justement on peut y avoir de la notion de big room, justement les différents intervenants qui travaillent au même endroit? Non, on n'a pas eu l'occasion de le faire de cette manière-là. Il est arrivé sur un projet qu'on travaillait comme ça et qu'on s'aperçoit à la fin que le maître d'ouvrage aussi, lui, il avait une big room, il avait mis en place des outils, mais on n'était pas au courant, donc c'était intéressant. Et donc non, c'est plutôt en interne. Après, en effet, on a cette volonté d'essayer d'élargir un petit peu, mais effectivement, on bute assez vite sur les manières de travailler des uns et des autres. Et une des problématiques qu'il n'y a pas peut-être dans d'autres industries, c'est ce côté multi-entreprise qui fait que chacun vient avec sa culture de travail et il y a des gros freins là-dessus. Alors Pauline, une réaction? Moi, je compléterais ce que disait François sur le daily meeting. Nous, on a commencé un très gros projet d'équipement qui est la piscine des Jeux pour Paris 2024 en mars 2020. Donc on était chacun chez nous. Et donc évidemment, on a été pris de court, on a dû s'organiser. Et très vite, l'équipe et la direction de projet ont mis en place ces réunions qui pouvaient durer 10 minutes ou pouvaient durer 30 minutes en fonction des sujets, chaque matin. Donc on collaborait avec des partenaires hollandais. Donc on était tous chez nous, mais finalement on était tous divisés puisque l'équipe de 3-4 n'était pas dans les mêmes locaux. Donc on était tous à la même position, c'est-à-dire derrière notre écran, avec comme base de communication la maquette, et chacun décrivait la manière dont il allait travailler pendant la journée, comment les tâches allaient se répartir, etc. Et ça permettait d'alimenter l'équipe et de partager les informations entre nous. Donc c'était plutôt en externe cette fois-ci. Ok, et sur quelle piscine du coup? Parce qu'il y en a le centre aquatique oui. du Stade de France? Oui, en face du Stade de France.
Vincent, une réaction sur ce point-là? Ouais, en fait, moi, je voudrais juste te dire, alors en effet, sur un très gros projet, on peut sûrement le faire. En fait, ce qu'il faut, c'est casser le rythme qu'on connaît tous, qui est la réunion hebdomadaire. Et en fait, casser ce rythme-là, c'est à un moment dissocier aussi la question de on se voit pour se mettre d'accord, se coordonner, et on se voit parce qu'on a besoin d'avoir la même vision du projet. Et c'est là où, en fait, à un moment, on se rend compte que l'équipe sait plus où elle va. En fait, elle a besoin de ça, l'équipe, elle a besoin de savoir où elle va. Voilà. Et donc l'usage justement du rituel, mais pas forcément sur la manière hebdomadaire. Et donc c'est quoi, plus des choses plus régulières? On fait deux mensuels, enfin deux hebdomadaires, pardon. Une qui est de donner à tout le monde la même vision, il nous faut une demi-heure, et après chacun sait ce qu'il doit faire dans la semaine, ce qui est attendu, puis se préparer. Et puis à un autre moment, on parle de résolution technique. Et plus thématique selon les sujets, j'imagine. Avec le fait d'inviter les gens qui sont uniquement concernés. Donc c'est là aussi où on a de l'adhésion, c'est qu'en fait on ne demande pas aux gens de venir de façon habituelle à des réunions, et en fait on leur demande parce qu'on va parler pendant une demi-heure d'un sujet. Voilà. Très bien. Alors on l'a dit depuis tout à l'heure, et je vais donner juste après la parole à Benoît, je ne l'ai pas oublié. Derrière les projets justement, on le disait, c'est bien souvent une histoire d'hommes et de femmes, pas juste des questions de processus. Et donc justement, plus spécifiquement sur cette question, Benoît, justement, comment le BIM, le Lean permettent d'améliorer selon vous justement le partage des informations, la collaboration entre les différents intervenants. Et puis juste avant que vous me répondiez, quand même vous présenter, donc Benoît qui est secrétaire général chez ADN Construction, et donc ADN Construction qui est justement l'association pour le développement du numérique dans la construction, et donc j'imagine à la croisée entre les différents métiers en plus. Oui, tout à fait. Oui, chez ADN Construction, on a toutes les organisations professionnelles qui sont représentées, qui sont membres fondatrices de l'association, et effectivement notre rôle c'est de mettre tout le monde autour de la table pour définir cette stratégie de transformation numérique. Et donc, alors j'avais prévenu en amont que le Lean, moi j'étais pas très calé sur ce sujet, mais j'ai trouvé donc hyper intéressant tout ce qu'on a, toutes les notions qu'on a abordées, parce qu'en fait c'est des choses qu'on applique en fait chez ADN Construction pour faire sortir les plans de transition numérique et le plan BIM 2022 dont on a parlé tout à l'heure. Globalement, on s'est aperçu qu'il y avait une méconnaissance générale chez chaque acteur de ce que fait l'autre. Et du coup, il y a beaucoup de frustration qui arrive. Donc, les architectes n'ont pas fait ci, le maître d'ouvrage n'a pas donné ça, il me manque ça pour démarrer, mais si je suis en retard, c'est pas de ma faute, c'est celui d'avant. Et tout ça, il a fallu qu'on puisse le rediscuter, et de manière assez sereine. Je me souviens d'un débat, Christophe s'en souvient sûrement, sur l'apparition du BIM, donc apparition de maquettes 3D, donc ça coûte plus cher, les maîtres d'ouvrage doivent payer. Et c'était une résolution, j'allais dire automatique, c'est comme ça qu'on a toujours fait dans la construction. Il y a un nouveau truc, c'est payant. Et en fait, il fallait aller plus loin et trouver son intérêt. Là où le BIM n'est pas suffisant, et je rejoins ce qui a été dit avant, c'est que avoir une maquette 3D, finalement, c'est pas nouveau, vous l'avez rappelé dans le planning, c'est quelque chose qu'on a depuis longtemps. Le BIM a amené la donnée, mais finalement, la donnée avant, est-ce qu'elle n'était pas présente dans nos PDF ou dans nos Word qu'on avait avant? Bon, on a réuni les deux. Là où on a bloqué, c'est sur la méthode. On a souvent dit, oui, le BIM amène des nouveaux process, mais sans réalité. Et donc, dans mon travail de préparation de cette table ronde, je me suis documenté sur le Lean. Et le Lean, en fait, ça devient la méthode qui nous manque pour mettre en place ce BIM-là. Et le travers de ne pas savoir ce qu'attend l'autre, on ne le retrouve pas dans des marchés de type conception-réalisation. Pourquoi? Parce que chez FH, du coup vous êtes là, mais chez FH, il regroupe tous les intervenants. Donc il y a une direction, j'allais dire, centrale qui impose, et chose qu'on ne retrouve pas dans d'autres projets de construction. Et c'est pour ça qu'ADN a été créé, c'est pour pouvoir mettre tout le monde autour de la table, apprendre des méthodes et voir ce qu'on peut appliquer, parce qu'après il faut savoir ce qu'on demande à l'autre. Il ne suffit pas de dire, pour me faire gagner 10 minutes, je dois faire perdre 15 jours à l'acteur précédent. Et donc revaloriser, quand vous avez parlé de la valeur ajoutée qu'amène le Lean, ou qu'on va chercher avec le Lean, on va faire la chasse au gaspillage, etc. Il faut redonner de la valeur aux choses. C'est-à-dire que pour gagner 10 minutes pour chiffrer pour une entreprise, peut-être que ça ne vaut pas le coup de demander à l'architecte de faire un travail supplémentaire de 15 jours, qui va se mettre en retard, etc.
Donc effectivement, chez ADN, on a fait ça, on a fait d'autres projets dans le plan BIM qui ont repris cette démarche-là, où on est parti on a voulu définir ce qu'est un DCE idéal. Donc on a tout simplement fait le Père Noël pour une entreprise. On a dit, bon bah alors, listez-nous tout ce dont vous avez besoin. On a tout donné à l'architecte. L'architecte a dit, c'est pas possible, là je peux pas, ou alors il faut me payer plus, etc. Et là, on voit qu'il y a des choses qui viennent s'achoquer et que la théorie vient vraiment heurter la pratique. Nous, on est tout à fait favorable à la transition Lean et BIM, évidemment, mais il faut aussi voir comment on fonctionne, parce que on a une tendance à oublier que tout cela ne marche que si on fait un bâtiment à la fin. Et la finalité, c'est pas de faire une maquette numérique ou c'est pas de faire un process de ligne construction. Il faut bien qu'il y ait un compagnon sur le chantier qui mette ses parpaings, qui monte les murs, etc. Donc c'est cette articulation-là qu'il faut encore travailler, je pense. Très bien. Et j'entendais du coup tout à l'heure la difficulté justement d'avoir de la méthode, se dire justement le BIM a amené le lien entre l'aspect 3D et l'aspect données. Quels sont pour vous justement les points de blocage, les difficultés? Est-ce que c'est de la méconnaissance? Est-ce que dans un premier temps c'était peut-être une absence de formation ou un manque de conscience de cette importance de mettre de la méthode et de définir comment est-ce qu'on allait travailler collectivement? Il y a eu un grand obstacle, l'anglicisme a fait peur, ça c'est évident. On est arrivé avec une méthode américaine, on a dit on va faire comme ça. On n'a pas été très fan. On est arrivé avec une méthode anglo-saxonne, on dit, qui ne correspond pas beaucoup au modèle français avec des galaxies d'acteurs éclatés. Ça c'est les premiers freins. Après il y a eu un frein d'équipement que les éditeurs de logiciels ont bien résolu, puisque de toute façon maintenant tous les éditeurs de CAO vous proposent des logiciels BIM, même si vous ne l'utilisez pas, c'est pas grave, vous l'avez. L'autre frein, c'est effectivement qu'on a voulu peut-être conceptualiser beaucoup de choses en disant c'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau. J'entendais c'est la révolution. Là, il y a eu beaucoup de messages là-dessus, alors que finalement, c'est une digitalisation des process qu'on faisait déjà. C'est-à-dire qu'on l'appelle BIM Manager, avant c'était simplement le chef de projet. C'est pour ça que j'aime beaucoup la phrase de à terme, ils vont disparaître, les BIM Managers, hein, on espère bien. Mais en fait, c'est juste des chefs de projet qui doivent monter en compétences. C'est des chefs d'orchestre dont on a besoin. Et ces chefs d'orchestre-là, dans une opération classique, on les retrouve, ils existent déjà. Donc c'est vraiment cette difficulté-là de dire, on vous a promis des révolutions qui n'arrivent pas, c'est sûr, mais alors qu'il aurait peut-être fallu simplement dire, on va digitaliser tout ça, vous allez gagner un peu de temps. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite réagir sur cette question justement des points de blocage dans l'aspect collaboration, partage d'informations et puis éventuellement d'autres solutions. Alors on en a parlé tout à l'heure justement avec les rituels, avec les daily stand-up. Si vous pensez justement à d'autres points qui peuvent être intéressants de partager. Je pense qu'il faut quand même rappeler que l'acquisition des outils qui permettent de faire des maquettes numériques est lourde. Ça demande une formation et un investissement qui est colossal. C'est des logiciels qui sont compliqués, qui ne s'apprennent pas en une semaine, qui ont besoin d'être pratiqués, et je pense que l'expérience apprend beaucoup. La formation est évidemment nécessaire, mais l'expérience et le travail sur ces maquettes et avec ces logiciels est très importante, mais la formation, c'est un gros frein, je pense. La question en effet de faire payer le maître d'ouvrage s'est jamais posée, parce que à partir du moment où on travaille plus vite, il n'y a pas de... Après, en mettant en effet les bonnes pratiques de formation, tout ça, je trouve que ça s'est pas trop mal passé, donc ça allait. Mais après, je voudrais revenir sur l'aspect un petit peu, justement, moi ce que je vois un peu contractualisation, c'est-à-dire d'aller en effet vers des pratiques où à un moment on dit, j'aime bien le parallèle de dire, oui, souvent c'est vrai qu'on nous demande, est-ce que vous pouvez faire ci, faire ça, ouais, non, pas trop, parce que ça va nous prendre vachement de temps. Mais par contre, quand même, en effet, d'aller vers cette pratique, de se dire à un moment au début du projet, on se met autour de la table et voilà, toi, de quoi tu as besoin, moi, qu'est-ce que je peux te produire. Donc récemment, on a fait ça typiquement avec l'économiste, et donc voilà, il nous a sorti une liste de nomenclature qui l'intéresserait avec ses paramètres. Nous, on a dit, ok, nous, on a ça comme paramètre, ok, est-ce qu'on garde ce nom, voilà, on se met d'accord, à un moment, on écrit une petite annexe à la convention BIM sous forme d'une sorte de micro-contrat. Et voilà, nous, on va faire un petit pas en avant qui, en effet, va nous prendre 15 jours, mais peut-être si ça nous prend 10 minutes pour que lui, par contre, il gagne un jour, 15 jours, voilà, là, peut-être que ça vaut le coup et on est prêt à le faire, il n'y a pas de souci. Donc l'idée,
c'est que le projet avance. Donc peut-être d'aller réfléchir comme ça un peu coup par coup, comme tu disais Vincent, plutôt des réunions un peu ciblées où on se dit voilà, qu'est-ce que chacun peut faire pour aider l'autre. Tant que le coût n'est pas démesuré, ça paraît plutôt intelligent de le faire. Et donc la maquette, elle est intéressante là-dedans, parce que si chacun traite à peu près correctement ses données, eh bien, ça va bénéficier à tout le monde. Après aussi, c'est vrai que plus on met en place de la classification, des outils pour qu'on travaille tous sur des bases communes, en effet, arrêter de lire à chaque fois 50 pages de conventions BIM qui sont toutes différentes avec les virgules pas au même endroit. C'est vrai que ça pourrait aussi aider tout le monde pour être un peu plus efficace sur ces aspects-là. Il y a un autre aspect que je voudrais aborder, où il y a un point de blocage, parce que bon, nous on est un bureau d'études, mais pluridisciplinaire, on fait aussi bien des lots techniques que de la structure. Et aujourd'hui, la grande difficulté, c'est de trouver des modeleurs qui ont une expertise technique et métier. Parce qu'on construit du bâtiment, derrière il faut faire des plans, et la difficulté c'est qu'aujourd'hui on va trouver énormément de modeleurs, mais qui n'ont pas de connaissances techniques. Donc on a des jeunes, et voilà, mais le problème c'est que faire de la plomberie, il y a des règles, que ce soit en CFC ou voilà, la pression, il y a différentes choses qui doivent se faire, et le 3D ne laisse aucun hasard. On voit tout, et donc la vraie difficulté aujourd'hui c'est de trouver des gens qui sont compétents dans leur métier et qui sachent modéliser. Donc on arrive à trouver des gens qui sont compétents, mais ils sont pas, parce que voilà, ils ont pas envie de se reformer, parce que comme dit Pauline, c'est très très lourd la formation. On a des jeunes qui eux sont à fond dans la formation, donc ça leur fait pas peur les métiers du numérique, et ils se développent, et ils ont cette compétence, et il y a énormément d'écoles qui proposent ça, mais aujourd'hui on a un vrai décalage entre les deux, et on se retrouve, voilà, à pas trouver, c'est un vrai problème de recrutement, donc ça c'est un vrai sujet. Et derrière, c'est sûr que la qualité de la maquette, la qualité qu'on délivre sur les chantiers n'est pas celle qu'on avait éventuellement avant, parce qu'on a cette perte un petit peu de métier. Donc on essaye d'ajuster, d'apporter cette expertise, mais aujourd'hui c'est un vrai point de blocage pour le développement des projets, heureusement. Alors j'entends la contrainte de formation, est-ce que ça peut être intéressant justement d'entendre Benoît Senior en lien avec le plan BIM, de se dire justement, est-ce que c'est des choses dans le plan BIM 2022, est-ce que c'est des choses qui ont été intégrées, et puis de quelle manière justement traiter cette contrainte de la formation? Bien sûr. La formation, c'est un des sujets qui a le plus de budget dans le plan BIM et sa poursuite là, en ce moment. C'est un problème très difficile parce que rien que dans votre intervention, on voit qu'il y a deux choses. Vous avez la formation initiale de vos jeunes collaborateurs et la formation continue de ceux qu'il faut ramener. Dans les obstacles qu'on a, c'est que les professionnels aujourd'hui font face à un nombre d'enjeux et de difficultés énormes. Vous avez la pénurie des matériaux, il y en a toujours un. La nouvelle réglementation énergétique, les normes qui grossissent encore et qui viennent rajouter encore un peu plus de lourdeur. Et quand on arrive, nous, avec notre bâton de pèlerin en disant on a des outils, on a des process, on a des méthodes, la première réaction c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, et donc je le ferai quand j'aurai le temps. J'ai des choses qui sont obligatoires, comme l'Aéro 2020, comme ce genre. Et ça, c'est mes priorités, parce que sinon, juste on ne peut plus travailler. Et donc, les innovations, c'est difficile. Donc, nous, dans la formation, on essaie de donner tous les outils. On a fait des référentiels de compétences pour guider les maîtres d'ouvrage dans le plan BIM, et les maîtres d'œuvre et les entreprises dans le PTNB avant, pour savoir quelles compétences on a besoin pour ce qui est du modeleur BIM. Mais ça n'enlève pas de toute façon le déficit que vous avez, mais qui n'est pas inhérent en fait au BIM, mais qui est un problème de formation initiale globale. Le souci a été de voir le BIM comme une finalité, c'est ce que je disais avant, c'est que il n'est pas logique de se dire que la valeur du collaborateur, c'est parce qu'il sait dessiner sur Revit, Archicad ou les autres. Sa valeur, c'est qu'il sait déjà faire son métier. Si en plus il sait utiliser de nouveaux outils, c'est super. Mais vous cherchez en premier quelqu'un de bon dans son métier. Très bien, je crois que Vincent voulait réagir, et puis après, Sonia. Alors très rapidement sur cette question de formation, parce qu'après il y a un autre sujet que j'aimerais aborder, et puis qu'on laisse un peu de temps pour les questions-réponses. Pas de souci. Non, juste pour illustrer un peu en fait ce qu'on se dit là, c'est que nous on rencontre souvent ce cas où on vient nous voir en fait en disant je dois embaucher quelqu'un, une personne par exemple structure mais qui doit modéliser. Quel profil je dois prendre? Est-ce que c'est quelqu'un du coup d'un ingé structure? Est-ce que c'est un modeleur? Et en fait, on n'a pas de réelle réponse parce que ce qu'on dit, il y a deux pistes qui peuvent se prendre. C'est vraiment soit la personne va faire que de la modélisation, mais dans tous les cas, elle devra quand même connaître les conventions de dessin, qui sont quand même des choses qui sont déjà là depuis
toujours en fait, et donc qui ne change pas. Et sinon, elle peut être du coup une personne qui va plus côté ingénieur, mais qui là du coup doit plus apprendre en fait le logiciel. Et donc là, c'est quand même un choix plutôt technique en interne aussi de se dire on va peut-être mettre un peu de budget pour les former sur les nouveaux logiciels, mais qu'ils aient quand même cette compétence, plutôt que l'inverse en fait, où c'est plus difficile en fait de former quelqu'un à un réel métier que de le former à un logiciel. Oui, je rejoins ce que disait Pauline tout à l'heure sur l'investissement. Vous avez le coût induit, l'achat de la licence évidemment, mais vous avez tout le coût que ça implique pour l'agence et les équipes. Nous, ce qu'on a observé, c'est une agence moyenne, une bonne agence déjà, c'est d'environ une dizaine de personnes. C'est une baisse de productivité sur la première opération qui est de l'ordre de 35%. Et cela, nous, quand on l'adresse au niveau national sur le plan BIM, c'est un impact qui est terrible parce que 35% sur une agence d'architectes ou sur des honoraires d'architectes qui sont tirés, eh bien, ça peut vraiment faire des ravages, vraiment. Donc, c'est pour ça qu'on a pris ce parti de dire on va former les gens en place sans faire appel à des nouveaux professionnels, etc. C'est pour ça qu'on a fait, là on a carrément le papa et la maman de notre outil qui sont dans la salle, mais on a développé Aurélie pour les maîtres d'ouvrage. Et le postulat de départ, Aurélie c'est un outil en ligne qui vous permet pour les maîtres d'ouvrage qui permet de rédiger des cahiers des charges BIM pour qu'ensuite derrière il y ait des conventions, etc. Les premières discussions ont été on ne fera pas un outil qui fera à la place d'eux. On va faire un outil qui va accompagner le maître d'ouvrage dans la définition de ses besoins, etc. Et à la fin, il sera capable de faire un cahier des charges BIM. Et on croit beaucoup à cette approche-là, mais pour faire ça, il faut du temps. Il faut mettre en place finalement une démarche ligne, mais au niveau national, pour savoir ce dont on a besoin, faire la chasse au gaspillage aussi dans les process. Pas normal qu'un quantitatif passe par 4 mains et que 4 acteurs fassent le même calcul, sans que personne s'engage sur la quantité finalement. Alors justement, sur ce point-là, j'aimerais bien, pour terminer, qu'on puisse aborder un dernier sujet, qui est davantage un moment, notamment l'obstacle, ou la limite contractuelle aussi, parce qu'on a parlé tout à l'heure à plusieurs reprises, à un moment du jeu d'acteur, de se dire, moi j'ai besoin de telle information, et puis on se disait, ce qui, moi, peut me faire gagner 10 minutes, il ne faut pas que ça prenne 15 jours à l'autre, sauf que quand à un moment nos intérêts sont absolument pas alignés, il y a des personnes, ça les gêne pas de demander quelque chose qui prend 2 semaines à quelqu'un d'autre pour juste gagner un temps qui est bien inférieur, parce que c'est un peu cet aspect de renvoyer la patate chaude. Donc ça c'est le premier aspect d'une part, et puis François tout à l'heure prenait aussi l'exemple justement du secteur automobile. Une des difficultés qu'on a dans la construction, c'est mine de rien, on avait beau parler aussi de DCE type, de DCE modèle, c'est de se dire que chaque nouveau chantier, c'est bien souvent des nouvelles équipes qui se retrouvent à collaborer ensemble. Et donc, j'aimerais bien qu'on puisse aborder ce sujet-là en 2 temps. Déjà, dans un premier temps, se dire, est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'il y a des solutions justement pour se dire, à chaque nouveau projet, on aura des nouvelles équipes, on va devoir apprendre à collaborer rapidement ensemble et à démarrer efficacement. Et donc, se dire, est-ce qu'il y a des solutions, est-ce qu'il y a des choses à faire de ce point de vue-là. Et puis, dans un second temps, pouvoir voir, et peut-être entendre justement Sonia, parce que FH a été pris en exemple tout à l'heure, peut-être sur des projets davantage en MGP ou en conception-réalisation, où du coup on a un petit peu plus d'intégration, se dire est-ce qu'on rencontre moins ces difficultés, et est-ce qu'au final c'est pas presque une fatalité de devoir se diriger vers ce genre de marché pour être plus efficient sur le démarrage. Donc en 2 temps, est-ce que déjà sur les projets en marché classique, comment réussir justement à pouvoir démarrer plus efficacement et puis s'assurer d'aligner davantage les intérêts de chacun avec les intérêts du client. Alors, dans le plan BIM, on adresse cette problématique de contractualisation. Alors, on ne peut pas prendre juste le contrat, il faut aussi amener la notion de responsabilité qui va juste derrière. Donc, le premier postulat, c'est attention, quand on arrive avec une maquette numérique, etc., on ne va pas recréer non plus des sinistres ou déclarer des sinistres numériques. Voilà. Ça, c'était le premier truc, parce que effectivement, vous arrivez avec une meilleure définition, vous arrivez avec plus cette course à la modélisation dont on parlait tout à l'heure. Elle amène aussi son lot d'erreurs, son lot d'approximations, etc. Il faut revenir à la façon dont on construit aujourd'hui, qui est vous avez des phases, vous avez des livrables, vous avez des choses qui sont définies. La difficulté avec le BIM, c'est que
Il n'y a plus de notion d'échelle. Avant, c'était très facile. La loi MOP dit, bah, là, telle étape pour monter des plans au 50e, 100e, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus d'échelle dans le BIM. Donc il faut passer par, vous l'avez dit, les LOD qui ont été renommés depuis en loin. Ils s'appellent les loin. Ce qui est très drôle. Ouais, c'est ça. Mais la notion de loin, elle est intéressante parce que les LOD, c'était quelque chose de figé où on disait, bon, on a besoin de telle donnée à telle étape. Voilà, c'est des définitions. Là, dans les loin, en fait, ça veut dire level of information needed. Et donc là, on se rapproche de vous avez besoin de quoi, de quelle information, et donc j'ai peut-être pas besoin de vous la fournir au stade esquisse, quoi. Donc on travaille là-dessus. On a un guide de l'AMIC qui avait été guide de recommandation à la maîtrise d'ouvrage édité par le PTNB qu'on met à jour, et donc on va donner une valeur contractuelle à cette maquette-là. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un carcan juridique qui soit mis en place dans les contrats pour que tout le monde puisse ensuite collaborer et dire ça c'est à moi de le faire, ça c'est à toi de le faire, et le maître d'ouvrage puisse suivre tout ça. Et c'est un travail de fond qui est difficile parce que la loi MOP c'est une vieille dame qu'il faut traiter avec beaucoup de soin, mais donc pour la faire évoluer et la faire passer avec les impératifs du BIM, ça demande beaucoup de temps. Ok, donc j'entends l'intérêt et la nécessité de l'aspect réglementaire. Peut-être Ludovic a un autre point de vue pour compléter. Pour compléter, ce qui est vraiment important, c'est pour le développement de projet, pour s'assurer, c'est de comprendre déjà, d'expliquer quels sont les moyens et les outils qu'on va mettre en place. Parce que face aux différents objectifs BIM, chacun a son interprétation. Donc c'est de s'assurer que tout le monde a la même interprétation et quels sont les outils et les moyens. Et après, quelle est la maturité de tous les acteurs. Et il faut qu'on les accompagne. Nous, je vois, on est BIM manager, mais bureau d'études BIM, et on va les accompagner. Parce que c'est sûr, faire une maquette et demander, il nous faut une maquette dans 3 semaines, il faut mettre les moyens. Et bien, tout le monde n'a pas forcément les moyens, n'a pas la même connaissance, la même maturité. Donc on doit, de façon très humblement, se dire, bah oui, moi j'ai pas la capacité, ou on n'a pas ce niveau-là, et comment on peut les accompagner. Et donc faire appel éventuellement à des prestataires, ou peut-être revoir un petit peu le planning, essayer de les accompagner. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment d'accompagner tous les acteurs, pas en laisser sur le côté. C'est pas parce qu'il fait pas du BIM qu'il faut laisser, parce qu'il a une expertise métier. Et c'est ce fameux décalage qu'on a souvent entre des gens qui ont une bonne expertise métier, mais qui n'ont pas cette connaissance de modélisation. Donc il faut qu'on les accompagne pour qu'on aille tous dans la même dynamique pour l'intérieur du projet. Et donc c'est cet accompagnement, comprendre cette maturité qu'il faut, que nous en tant que BIM manager, on doit insuffler pour le projet. Alors Vincent, peut-être une réaction rapide sur ça, et puis après entendre Sonia du coup sur les marchés plus intégrés. En fait, pour répondre à la question de comment est-ce qu'à un moment, pour chacun des projets avec une équipe différente, on peut fonctionner, en fait, je pense qu'il faut qu'on voit le projet, notre métier, comme étant, en fait, on passe notre temps à résoudre des problèmes. C'est ça notre journée, c'est qu'on a un problème technique, il faut qu'on le résolve, puis on passe à un autre problème. Et en fait, construire à un moment un projet, c'est passer par des étapes où on va résoudre des problèmes. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, la production de plans, de maquettes, d'études, ce n'est fait que pour résoudre un problème. Et donc en fait, si on veut à un moment centrer une équipe sur le projet, casser la question des silos entre la responsabilité des uns et des autres, c'est de se dire à quel moment on doit résoudre tel problème. Et en fait, quand on va commencer à jalonner le planning des études en disant à ce moment-là, je dois avoir résolu par exemple mes questions de surface, c'est là où on va derrière mettre en cohérence les questions des études et les questions des maquettes. Et c'est là où en fait on va centrer les gens par rapport à le problème qui doit être, par exemple, proposé au maître d'ouvrage en disant mais on a besoin de votre réponse là-dessus, qui permettra à l'équipe après d'avancer sereinement. Ça nécessite 2 choses. Ça nécessite d'une part l'envie des uns et des autres. Ça nécessite surtout de la transparence. Et en fait, c'est là où il y a plus de difficultés. Oui, on a bien envie de travailler tous ensemble, mais bon, quand même. Moi, j'ai quand même mes difficultés personnelles, donc j'ai pas trop envie d'en parler. Et forcément, ces difficultés-là mettent à mal, à un moment, la logique globale de l'équipe. Donc c'est une dynamique qui se crée. Voilà, à chacun des projets. Très bien. Et donc Sonia, justement, alors, vous qui devez intervenir, j'imagine, sur à la fois des projets plus loi MOP, ou en tout cas avec une première phase de conception, puis la partie réalisation suite au DCE, et également des projets, je crois, en MGP ou en conception-réalisation. Quelle différence vous observez entre les deux? Et est-ce que justement vous avez un regard sur les gains que vous avez à être intégré plus tôt justement dans la phase de conception?
Effectivement, nous, déjà, ce qu'on peut constater, en fait, c'est qu'on est au milieu de tous, on est au milieu de toutes les parties prenantes. Donc, on a souvent donc, un chargé de projet qui va être là, accompagné du coup du BIM manager. Ça fait vraiment un duo qui marche plutôt bien et qui va permettre, en fait, de prendre les intérêts de chacun. Aussi, j'ai bien aimé tout à l'heure, je crois que c'est vous qui avez dit que, en fait, on ne sait pas ce que les autres font. Et ben c'est pareil, je trouve qu'on ne sait pas ce que les autres font et on ne sait pas non plus ce que la maquette peut faire et peut donner. Et l'idée, c'est vraiment d'être là en fait pour donc servir les intérêts du projet plus que les intérêts de chaque personne et chaque entreprise. Et en même temps de montrer en fait que voilà, pour utiliser la maquette, pour le projet, on peut en sortir plein de choses, on peut faire plein de choses, certes certaines qui vont prendre plus de temps que d'autres, mais voilà ce que vous, en tout cas, vous pouvez sortir, qui peut aller assez vite et qui peut faciliter complètement le travail de quelqu'un d'autre, hein, comme on disait. Et donc, on est là vraiment pour faire un peu aussi l'arbitre. Et pour trancher, et pour aussi dire, effectivement, vous avez raison, soit vous prendrez trop de temps, on va le faire autrement, ou alors là, vous avez tort, et on sait que c'est très rapide à faire, et que ça peut apporter, en tout cas, une grosse plus-value au projet. Donc, on a ce côté un peu rôle central sur tout ça. Et on aime bien aussi dire chez nous, en tout cas, remettre le BIM dans le contexte, lui trouver des vrais intérêts, des vrais cas d'usage pour le projet, et ce qui aide beaucoup, je trouve, en fait, les architectes en premier lieu et les bureaux d'études ensuite, à vraiment y trouver un vrai intérêt, à vraiment faire des maquettes, non pas parce que le client l'a demandé, mais pour soi, pour le projet. Et du coup, nous, on aime bien dire en fait que le BIM manager, il n'est pas là pour vous compliquer la tâche, il est là vraiment pour être facilitateur sur le projet et vous aider en fait à mener à bien le projet à l'aide de la maquette qui reste quand même un outil. Et donc par rapport à ça, comme on le disait tout à l'heure, la finalité, c'est pas la maquette en effet, c'est justement le besoin du client et comment le projet va permettre d'y répondre. Est-ce que ça, vous observez justement des gains ou en temps, des gains en qualité, justement, le fait d'être sur des marchés plus intégrés et de pouvoir avoir du coup moins de silos, on va dire, entre les différentes phases et au moment de l'implication justement de l'entrepreneur? Oui, je pense que du coup, il y a vraiment une continuité déjà dans toutes les phases. Comme le projet, on a déjà donné nos objectifs dès le départ et ils sont clairs, ils sont affichés. On en a discuté avec le client. Ces objectifs, on sait qu'en général, on va les suivre de la phase de APS jusqu'à la phase d'exploitation-maintenance en fait. On intègre aussi, par exemple, souvent notre exploitant-mainteneur dès le début de la phase APS, ce qui est quand même énorme parce qu'on sait déjà du coup les attendus qu'on aura à la toute fin, ce qui permet quand même de bien anticiper nos demandes et nos besoins. Très bien, merci beaucoup. Alors on va s'arrêter là sur la première partie de questions pour pouvoir vous donner le temps aussi justement de vous pouvoir poser les questions que vous auriez. Peut-être Thibaut pour faire passer le micro. Est-ce qu'on aurait une première question pour notre premier panel d'intervenants? C'est toujours la première la plus compliquée. Une question de Paul au fond. Un, deux, oui. J'ai une question, je pense à la fois pour Benoît et pour François. Tout à l'heure, on a parlé de la transformation des métiers qui existent déjà. Notamment, c'est François qui a parlé d'Agile. En Agile, notamment Scrum, on parle du Product Owner, et du Scrum Master. Est-ce que, Benoît, vous voyez des évolutions dans les métiers actuels qui tendraient à ce genre de rôle? Alors le Scrum Master, je sais pas qui c'est. Mais si, voilà, ça doit être le chef d'orchestre méthodique. Il existe déjà cet acteur-là normalement. C'est l'architecte. Peut-être que Pauline pourra rebondir. Mais logiquement, l'architecte devrait être là pour coordonner l'ensemble de tous les acteurs qui vont intervenir sur le projet. Et effectivement, il a un product owner, le maître d'ouvrage. Sûrement. Donc, je ne sais pas s'il y aura de nouveaux acteurs, en tout cas, il y aura certainement des nouvelles compétences, oui, ça c'est sûr. Mais comme j'ai dit avant, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention à surconceptualiser ça. C'est-à-dire que le message, c'est de dire, en fait, on l'appelle Scrum Master, mais en fait, finalement, est-ce que c'est pas un peu la mission de celui qui fait le planning, de celui qui est à la tête en fait du projet, celui qui va récolter toutes les études, qui va résoudre les problèmes dont vous parlez tout à l'heure. Et une plus grande implication du maître d'ouvrage, c'est souhaitable.
donc on l'appellera maître d'ouvrage plutôt que product owner, mais c'est... Voilà, si, je pense qu'il y aura des nouvelles méthodes ou des nouvelles compétences qui vont apparaître, mais qui sont plus qui doivent déjà exister dans la formation d'architecte, mais je laisserai peut-être Pauline à développer. Mais peut-être, oui, peut-être les moderniser un petit peu, oui. Pauline, une réaction? Moi, je dirais que l'architecte, il est quand même... c'est lui qui démarre le projet, il est vraiment au cœur, c'est celui qui a la plus grande connaissance dans sa globalité, c'est-à-dire il a les données d'entrée, il les récupère, ensuite il a connaissance de tous les acteurs, des missions de chacun, il est BIM manager, nous en tout cas c'est ce qu'on prône, au moins en conception, donc il est vraiment... C'est autour de lui que ça va graviter et que chacun va pouvoir alimenter. Donc ça doit être un interlocuteur qui est quand même privilégié. Et il doit, c'est pas évident, hein, mais il doit vraiment être au cœur du dispositif pour faire avancer les choses. Donc il peut y avoir des missions de pré-synthèse, de coordination des études, de BIM management. Tout ça, c'est un peu lié. Et quelquefois, sur des projets, on a des acteurs qui sont différents pour ces rôles-là. On se rend compte que ça fonctionne quand même beaucoup mieux quand c'est l'architecte qui s'occupe justement d'occuper ces rôles. C'est sûr que le piège, c'est d'arriver à un moment à un millefeuille où tous les rôles s'ajoutent, où ça fait des coûts en plus, et puis on a tout le temps des complexités pour justement collaborer ensemble. Ça vous fait des sinistres en plus. Et ça renforce la question de responsabilité entre les différents acteurs. François, une réaction sur ça, et puis après, une autre question aussi. Mais justement, étonnamment, nous, les missions de BIM management qu'on a, c'est principalement en conception intégrée, conception construction ou autre, où justement l'entreprise nous laisse plutôt le BIM management pour les phases de conception, effectivement en relation en général avec le BIM manager pour avoir la trajectoire sur les phases suivantes, et puis après c'est repris en phase de construction par l'entreprise. Ça évite pas d'ailleurs les remodélisations et tout ça, ça on garde quand même ce problème de silo de maquette. Après sur l'évolution des rôles, justement oui, dans le processus agile, le Scrum Master c'est un peu le facilitateur, la personne qui vient aider. Donc finalement c'est vrai que le BIM Manager il a un petit peu ce rôle. Et un rôle qu'on pensait peut-être très technique au début, qui était vraiment le rôle logiciel, formation, finalement il se sépare un petit peu en deux, avec peut-être des profils techniques qui vont évoluer vers plutôt data manager, ou à terme en effet quand le processus BIM sera bien intégré, il y aura quand même toutes les problématiques de données qui vont être de plus en plus complexes. Et puis après sur des profils plus méthode, donc beaucoup moins technique, plus en effet ces problèmes de relations humaines, ces problèmes de mettre les gens autour de la table ensemble et faciliter le travail. Et donc là il y aura peut-être une évolution, peut-être vers un pseudo Scrum Master, je ne sais pas. Ah, Vincent. Oui, en fait, il ne faut pas tout réinventer. Et en fait, je crois que ce rôle il existe déjà. C'est en effet l'architecte, lorsque l'architecte fait, en plus de la conception, la coordination. Ça peut être à un moment un cabinet extérieur, mais en fait c'est quelqu'un qui est là pour, moi j'appelle ça le phare en fait. C'est celui qui donne l'axe et qui s'assure qu'en fait tout avance bien correctement et que les décisions sont prises. Et c'est vrai que par rapport au métier d'architecte, aujourd'hui on rajoute des strates qui étaient au départ, c'était de la conception, c'était du plan, puis il y a de plus en plus de technicité, de plus en plus de certification, donc on demande beaucoup plus de compétences et en fait l'architecte ne peut pas avoir toutes les compétences ou alors les agréger et avoir une synthèse globale. Mais c'est un rôle qui, en tout cas, il n'y a pas un rôle à créer pour ça. Il existe aujourd'hui. Je rappelle que la logique du projet, c'est quand même le bâtiment qui l'a inventé. La notion de se retrouver autour de la création de quelque chose, c'est dans le bâtiment que ça a été créé. Alors qu'avant, dans l'industrie, on était par service, on n'était pas du tout sur une notion de projet. Donc c'est quelque chose avec le rôle central de l'architecte qui existait déjà avant, en fait. Merci Vincent. Est-ce qu'on a une autre question au centre, Thibaut? Bonjour à tous. J'ai une question un peu délicate. J'aurais pu demander à Google, mais là je capte pas, donc je tente ma chance avec vous. Il faut profiter de la connaissance de nos experts. Je voudrais connaître c'est quoi la différence entre Agile et Lean, selon vous, et comment les deux méthodes peuvent être appliquées en phase de conception. C'est pas moi. Vincent, François, est-ce qu'on sort l'exemple? Alors, en fait, la méthode agile, François, tu m'arrêtes, c'est le point de départ, c'est l'informatique. Et donc, c'est les 7 commandements, c'est ça? Je crois qu'il y en a 7. Il y a 7 commandements de la méthode agile qui sont sur le point de départ de l'informatique
dans l'industrie de l'informatique, la création de logiciels, alors que le Lean, le point de départ, c'est l'industrie. On retrouve dans ces deux méthodes, je trouve, la question de la responsabilisation, du collaboratif, et la question des intervalles courts. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne des décisions de façon courte. Tout à l'heure, vous parliez de delimiting, c'est qu'à la fin de la semaine, il faut décider des choses. Dans le Lean, en fait, on est sur la même chose, question de collaboratif, et en fait, on va pousser les équipes dans cette planification aussi à dire avancer de façon complètement séquencée en décomposant les choses. Donc on a un parallèle, sauf que le point de départ, c'est deux industries différentes. Et en fait, c'est là où c'est assez intéressant, c'est qu'on a envie maintenant, dans le secteur de la construction, d'aller piocher dans ce qui s'est fait dans l'informatique, d'aller piocher dans ce qui se fait dans l'industrie, pour à un moment se dire que la méthode de management traditionnelle, qu'on connaît tous, qui est la méthode en cascade, je ne sais pas si ça vous parle, c'est maître d'ouvrage me dit quelque chose, je sais tout faire, je fais, et je lui dis, et après il me dit, ah ben non, c'est pas tout à fait ça que je voulais, bon ben on recommence. On a envie d'avoir quelque chose qui soit plus agile. Et donc on retrouve là-dessus ces fondements qui sont assez sensibles, et c'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec François sur, en fait on n'est pas dissocié en train de dire, bah, tiens je fais un projet juste avec des concepts de l'agilité ou des concepts du Lean. C'est extrêmement complémentaire, c'est juste que le point de départ n'est pas le même. François, je dirais si Google dit la même chose. Est-ce que François dit la même chose surtout déjà? Non, je suis... S'il y a une réponse sur comment on peut appliquer les deux dans... Je pense que c'est, en effet, il faut revenir aussi toujours aux historiques qu'on trouve sur Google, souvent des super schémas où on voit justement que c'est un abriglio entre ces différentes méthodes depuis les années 50, où tout ça se croise, se mélange, et finalement, il y a des noms, mais derrière, en effet, les pratiques, voilà, les delimiting, les machins, il y a eu aussi un grand nombre de pratiques qui finalement, on va revoir un peu dans toutes ces différentes approches. Et après, il y en a qui disent l'agile c'est une sous-catégorie du Lean, ou le Lean c'est une sous... Bon, après, peu importe, finalement, derrière, après, c'est à chacun aussi de se construire son outil de projet en allant chercher des pratiques à droite à gauche, en les assemblant, en essayant de les partager avec son équipe et de faire que ça fonctionne. Voilà. Après, moi, ce que j'avais noté, en effet, c'est que le Lean est peut-être un peu plus focus sur la perfection du fonctionnement et l'amélioration des processus pour tendre vraiment à quelque chose qui fonctionne le mieux possible, alors que l'agilité est peut-être un peu plus focus sur les problématiques d'explorer rapidement des différentes possibilités. C'est peut-être pour ça, en effet, qu'on retrouve dans le bâtiment le Lean peut-être un peu plus en construction. Voilà, l'agilité, bon, elle n'est pas encore très développée, mais bon, après, voilà, je pense qu'il ne faut pas se formaliser sur des problématiques de nom, et l'important, c'est plutôt un état d'esprit déjà d'ouverture, de transparence, et puis d'aller mettre en place des pratiques sur les projets. Le temps que le micro passe, en tout cas, c'est pas deux concepts qui s'opposent, et donc c'est vraiment se dire, on a énormément de points communs dans les principes. Après, il y a un vocabulaire qui est un petit peu spécifique, mais on parle à peu près de la même chose dans la mise en application. Le Lean, il y avait quand Toyota le met, c'est pour baisser ses coûts de production quand même. C'était ça. Pour réduire ses gaspillages. Voilà, donc on va plus vite. Pour améliorer la valeur pour le client, plus tard. D'accord. C'est pas du cost killing, ça c'est le côté qui est important. Oui, voilà. C'était la dérive qui a été souvent attribuée au Lean de ça. C'est que et peut-être que l'agilité, ça va être votre capacité à figer des choses, mais ne pas en figer d'autres. C'est-à-dire de se dire, cette semaine-là, on règle le problème de la salle de bain. Le reste, on voit après. Mais le problème de la salle de bain, par contre, une fois qu'il est réglé, il est réglé. Et on ne revient pas dessus 3 mois avant, parce qu'on en a parlé avant, ça c'est les dérives, effectivement, de ne pas avoir de méthode calée de projet, et qui fait qu'on ne dit pas non, ah ouais, mais non, mais ça on ne l'avait pas vu, ou simplement, on en parlait, la maquette géomètre qui ne correspond pas à la réalité, il faut réagir, il faut s'adapter, il faut être agile. Je pense que ça a été choisi comme ça. Très bien, alors, je propose qu'on s'arrête là-dessus, on prendra un petit temps après, une dernière question, une dernière, et puis après on passera sur notre deuxième table ronde pour pas déborder trop son timing. Je me permets de rebondir, s'il vous plaît, sur votre réponse par rapport à nos méthodes de travail en cascade. Quand on parle de séquentiel, de méthode en cascade, ça veut dire qu'on est en linéaire, on ne revient pas à l'étape précédente, alors que les pratiques aujourd'hui, c'est pas ce qu'on fait. On a quand même un échange entre les équipes d'exécution, les équipes de conception, pour réajuster des choses. Donc si on se dit l'agilité, c'est travailler en itération, ça veut dire que même quand on est en cascade, on est en itératif. Et je me rappelle bien des petits triangles que j'avais vus sur Internet, sur la différence entre les méthodes classiques et les méthodes adaptatives, c'est que dans les méthodes agiles, on a un scope qui est flexible.
donc comme vous avez dit, avec un budget et un temps qui est limité. Alors que dans les chantiers de construction, généralement, le scope il est figé, le client il a décidé de qu'est-ce qu'il a envie de faire, et puis il faut définir quel est le budget qu'on doit octroyer à ce projet et dans quel délai on peut le faire. Ouais, après dans la réalité, on voit aussi que les délais et les budgets, on les a vus tout à l'heure, c'est fluctuant. Donc je pense que ce que tu voulais dire tout à l'heure, c'était plutôt il faut que le maître d'ouvrage dise plus que je veux un bâtiment. Voilà. Et donc c'est parce qu'un bâtiment, donc l'architecte va faire un bâtiment, ah, mais en fait je veux un bâtiment avec une toiture comme ça. Ah, donc on refait le bâtiment avec une toiture comme ça. Oui, mais je veux un bâtiment avec cette toiture là, mais je voudrais aussi qu'il y ait une aile comme ça ou avec un patio comme ça. Donc il faut qu'il y ait ce travail-là. On parlait peut-être de la montée en compétences. Quand vous travaillez avec un maître d'ouvrage professionnel, ce travail-là, il l'a déjà fait. C'est-à-dire qu'il sait, il connaît ses surfaces, il connaît ce dont il a besoin. Christophe en parlera tout à l'heure, mais chez 3F, on sait que le salon, il ne peut pas faire moins de tant de mètres carrés, que la chambre, c'est comme ça, qu'un 3 pièces, il sera en double exposition. Il y a plein de choses comme ça qui sont réfléchies par le maître d'ouvrage, sans forcément l'architecte. C'est-à-dire que l'architecte, il prend ça, lui, et son talent, ça va être de le traduire là, comme ça. Par contre, dans la vie réelle du projet, à un moment donné, il y a un grain de sable qui va se mettre dans la mécanique, et qui va entraîner l'architecte à aller voir son maître d'ouvrage. Là, c'était pas prévu, comment on fait ? Où là, on était parti là-dessus, on n'arrivera pas, sinon ça va nous coûter trop cher, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'on revient sur les itérations. Quand on parlait tout à l'heure des études, c'est pareil. On peut très bien faire démarrer des études avant, mais simplement, il faut être calé sur ce dont ils ont besoin au point de démarrage, pas au point de fin. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu as besoin pour démarrer? Le point de fin, évidemment, je ne l'ai pas. Sinon, on resilote tout le monde, et on dit, une fois que la PD, vous l'avez fait, on passe à l'ingénieur structure, qui repasse, et puis à la fin, ça va revenir à l'architecte, qui va voir tous les problèmes, et on repart encore en moulinette. Et donc là, vous n'êtes plus dans le process itératif. Et le BIM vous offre simplement, la modélisation 3D de BIM, vous offre simplement un outil pour vous permettre de toucher du doigt toutes ces réalités-là, qui existent par ailleurs. Quand vous faites en AutoCAD, vous avez exactement le même problème. Alors on va s'arrêter là-dessus, de toute façon on prendra un petit temps, du coup je pense que les intervenants resteront disponibles pour vos questions dans la suite de la seconde table ronde. Merci beaucoup à tous pour votre participation.